Mon passeport, là j'en suis à mon 39e séjour au Maroc, depuis effectivement 18 ans. Alors à l'époque nous étions précurseurs, puisque c'était la première délocalisation de diplôme dans une école d'enseignement supérieur privée au Maroc. Alors on va essayer de continuer à être précurseurs, à être en avance sur notre temps, en parlant de l'Internet des objets. Alors c'est peut-être un terme que vous découvrez aujourd'hui, peut-être en avez-vous déjà un petit peu entendu parler. On va essayer donc de comprendre ensemble qu'est-ce qui se cache derrière cette dénomination. Alors en deux mots peut-être, tout d'abord un petit mot sur le centre de recherche en automatique de Nancy, que je co-dirige avec Didier Wolf, son directeur. C'est donc un labo de 250 chercheurs dans lequel, comme son nom l'indique, bien évidemment, on fait de l'automatique, mais dans lequel on va faire également du traitement de signal, dans lequel on va faire du génie informatique. Alors, dans le génie informatique, il y a un certain nombre de sous-disciplines, des disciplines qui tournent autour de tout ce qui est réseau de communication, l'Internet, etc. Et puis, on commence à parler, deviennent émergents des termes comme Internet des objets ou, comme on le dit en anglais, l'Internet of Things. Alors, vous pourrez d'ailleurs même entendre de plus en plus l'Internet of Everything, l'Internet de tout et de n'importe quoi. Alors bien évidemment, pour essayer de comprendre comment on en est arrivé là, on va tout d'abord essayer de remettre les choses dans leur contexte, et puis ensuite, comme tout bon scientifique, on fera des définitions préliminaires pour être sûr de ce qu'on dit, de quoi on parle, et puis de manière un petit peu plus technologique, parce que vous êtes, je crois, tous dans des filières scientifiques techniques ou technologiques, eh bien on regardera quels sont les technos sur lesquels s'appuie l'Internet des objets, quelles sont les technos existantes et quelles sont les technologies un petit peu plus pointues qu'il faut mettre en œuvre pour pouvoir asseoir donc cette nouvelle technologie, cette nouvelle dimension que l'on va voir, avec des domaines d'usage qui sont particulièrement surprenants pour certains, qui vont apporter du confort, de nouveaux services qui jusqu'à présent n'existaient pas, qui pour d'autres vont être complètement désuets, et d'ailleurs qui nous feront un petit peu sourire, parce que quelquefois, on se demande quelle est la réelle valeur ajoutée donc, des services qui seront proposés. Alors les domaines d'usage, on en verra un certain nombre dans la vie quotidienne, en matière de ce qu'on appelle la e-santé, c'est-à-dire la santé numérique, utilisant les nouvelles technologies. On verra aussi comment on peut envisager de complètement transformer la façon dont on contrôle, dont on pilote les usines de production manufacturière, avec ce qu'on appelle le Product Lifecycle Management. Et puis, on verra aussi l'application de toutes ces technologies-là dans un domaine qu'on vit tous les jours, c'est le domaine de la ville qui devient intelligente, qui devient numérique, qu'on appelle aussi les smart cities. Alors, allons-y et commençons par voir le contexte. Un contexte qui veut que depuis une dizaine d'années déjà, l'informatique embarquée, d'une manière générale, supplante en termes de chiffre d'affaires, en termes de business, le domaine de l'informatique un petit peu classique des PC et des serveurs. Aujourd'hui, sans s'en rendre compte, chacun d'entre nous utilise des dizaines et des dizaines de calculateurs. Quand il monte dans sa voiture, vous savez, une voiture d'entrée de gamme, c'est au minimum une dizaine de microprocesseurs, de microcontrôleurs, et puis 3 réseaux. Il y a le réseau qu'on appelle le réseau de carrosserie, qui va permettre d'allumer les phares, de vous faire monter les vitres, de gérer les clignotants. Il y a un réseau qui est un réseau temps réel, qui va permettre de gérer l'allumage, qui va permettre de faire fonctionner tous les algorithmes de freinage, d'ABS et autres, donc, qui lui est un réseau à très haute latence, il faut que ça réagisse très vite. Et puis il y a un réseau de confort sur lequel on va piloter la clim, recevoir des informations GPS, etc. Ça, c'est pour une voiture d'entrée de gamme de 2010. Des voitures très évoluées, il y a 100 microprocesseurs et il y a une petite dizaine de réseaux différents. Alors ça, on ne sait pas trop. De la même façon que on utilise un microprocesseur quand on va retirer de l'argent à la banque, quand on utilise une carte sans contact pour monter dans le bus, pour lequel on a souscrit un abonnement mensuel, quand on utilise une machine à laver un petit peu performante, dans laquelle il y a effectivement un microcontrôleur aussi. Donc tous ces dispositifs électroniques programmables font partie de notre quotidien. Et notre quotidien, c'est également la communication interindividuelle entre les hommes, ce qu'on a appelé
qu'on appelle l'interaction au travers de l'Internet. On s'envoie des mails, on fait des visioconférences entre nous, etc. etc. Et puis, au-delà de cette communication entre hommes, s'est développé de plus en plus des communications entre des hommes et des objets. Alors l'interaction la plus simple, on connaît tous depuis qu'on est né, hein, c'est la télécommande qui nous permet de changer les chaînes sur la télévision. Mais c'est aussi la télécommande qui permet d'ouvrir une porte de parking, etc. Et puis, et c'est l'objet donc de ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le fait qu'on mette l'homme de côté et que les objets tout seuls interagissent entre eux. Alors tout ça, ça va permettre d'ouvrir plein de perspectives tout à fait intéressantes qu'on va essayer de voir ensemble. J'ai illustré simplement pour qu'on commence à se faire une petite idée cet Internet des objets avec la communication qu'on peut avoir, par exemple ici, entre deux véhicules ou entre un véhicule et l'infrastructure routière. Pour, par exemple, que la voiture se mette automatiquement et seule à la vitesse maximale autorisée qui est précisée par un panneau de limitation de vitesse qui va être éventuellement dynamique en fonction des conditions climatiques, de l'heure, de la densité du trafic. Eh bien, la vitesse limite va pouvoir varier et la voiture va automatiquement s'adapter sans que le conducteur soit obligé d'avoir une vigilance accrue, lui nécessitant de regarder en son conduite. Alors, le contexte, c'est une évolution en fait qui nous conduit bien de ce qui se passait il y a, c'est par là qu'il faut voir, une quarantaine d'années, c'est-à-dire la communication directe entre deux machines entre lesquelles on avait par exemple tout simplement tiré une liaison de série. Puis l'évolution qui est l'Internet, où on a décidé d'avoir un système de communication qui homogénéise toutes les communications entre des dispositifs éventuellement hétérogènes. Et ça a été rendu possible par la conscience qu'il était absolument nécessaire de proposer les standards. Les standards, ce sont des règles consensuelles qui sont partagées par tout le monde, de sorte que l'on puisse a priori communiquer. Le standard de l'Internet, tout le monde le connaît, c'est le fameux protocole IP qui a permis donc d'homogénéiser les communications au niveau de la planète. Quiconque respecte IP peut potentiellement communiquer avec n'importe qui d'autre qui respecte également IP. Alors, partant de là, eh bien, on a évolué. C'est-à-dire que nos machines qui étaient connectées à l'Internet, eh bien, sont devenues de plus en plus petites, de plus en plus performantes, et on a vu pouvoir d'ailleurs faire strictement la même chose, mais en se déplaçant. C'est le mobile Internet. L'Internet mobile qui permet donc, eh bien, à quiconque aujourd'hui, effectivement, d'envoyer des mails, de recevoir des SMS et de surfer sur Internet dès lors qu'il se balade dans la rue, qu'il est dans le bus, qu'il est à l'arrière d'une voiture, parce que c'est interdit de le faire depuis ça. L'évolution de ça, eh bien, c'est aujourd'hui. C'est l'oubli finalement de la technologie. On ne se rend plus compte que du service, et c'est ce qu'on appelle le réseau social. On interagit au travers de Facebook, au travers de Twitter, etc. Et puis, ça c'est l'avenir, c'est déjà aujourd'hui, mais c'est surtout demain. Et vous devrez d'ailleurs être les acteurs de cette future évolution, puisque vous serez diplômés dans un an, hein, je crois. Eh bien, c'est l'Internet des objets, puisque finalement, eh bien, au lieu de n'utiliser l'Internet que pour relier les hommes, on va utiliser l'Internet pour relier ensemble des objets, de sorte qu'ils produisent de nouveaux services, on l'espère, pas que pour eux, mais surtout pour nous. Donc, on en a déjà dit suffisamment pour être capable de tirer une première définition. On a compris que l'Internet des objets, c'est ni plus ni moins qu'une extension de l'Internet qui existe aujourd'hui. L'extension à quoi? À des choses et à des lieux dans le monde physique. Alors si on poursuit le raisonnement, finalement, on va faire avec les objets ce qu'on fait avec les hommes. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient eux-mêmes un certain nombre de caractéristiques équivalentes. Il faut par exemple que ces objets aient des identités. Bon, on peut nommer un objet, pourquoi pas. Alors là où ça devient grave, c'est quand on commence à dire qu'il faut que les objets aient des personnalités virtuelles. Là, c'est bien science-fiction. Hein. Alors pourquoi faire? Pour interopérer dans des espaces intelligents, pour communiquer au sein de contextes d'usage qui sont variés. Alors là, une autre définition, un petit peu plus engagée, qui va un petit peu plus loin. Alors on va redescendre un petit peu sur Terre, et on va voir comment on pourrait le définir autrement dans un contexte d'usage particulier. C'est la vision de ce qu'on appelle le PLM, le Product Life Cycle Management, ou la gestion donc, du produit tout au long de son cycle de vie.
Alors un produit, un objet,